Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Son nom ne vous dit probablement pas grand-chose, mais en Israël, son pays d'origine, tout le monde le connaît, même s'il est en prison depuis des années. Il y a 17 ans, Mordechai Vanunu a été kidnappé à Rome par les services secrets israéliens qui l'ont ramené dans son pays, où il a été accusé d'espionnage et condamné à 18 ans de prison. Quelques jours auparavant, le Sunday Times de Londres avait publié une enquête inspirée par Vanunu, révélant au monde entier l'existence de la bombe atomique israélienne. Mordechai Vanunu, un ancien employé du complexe nucléaire clandestin de Dimona, avait quitté Israël avec les preuves montrant que pendant des années, les Israéliens avaient développé dans le plus grand secret un programme visant à doter leur pays de l'arme nucléaire. Encore aujourd'hui, l'État d'Israël refuse de reconnaître officiellement qu'il dispose de l'arme atomique, encore moins qu'il possède d'autres types d'armes de destruction massive. Le sujet est encore tellement tabou en Israël que les services secrets refusent de remettre Vanunu en liberté, même s'il aurait droit à une libération conditionnelle. Mais un couple d'Américains, vous allez le voir, se bat pour que ses droits soient reconnus. I'm addicted to your charm. You're getting to be a habit with me. Voici les Ilof. Il y a 5 ans, ils ont adopté un inconnu qui leur écrit du fond de sa prison en Israël. Chère Mary et Nick, je suis bien heureux d'avoir déjà de vos nouvelles. Je ne peux pas vous dire quand se déroulera la prochaine audience pour ma libération conditionnelle. Nous avons vécu depuis longtemps dans des conditions très difficiles. Je me demande si les Américains vont attaquer l'Irak. L'homme qu'ils ont adopté s'appelle Mordechai Vanunu. Emprisonné comme traître, il a passé 11 ans en isolement. On l'a enfermé dans une cellule de moins de 2 mètres par 3, sans fenêtre, pour le couper de tout contact avec l'extérieur. Même quand il sortait pour marcher, on le couvrait d'une toile. Il a passé plus de temps en isolement cellulaire que n'importe quel autre être humain du monde occidental. Ces conditions de détention étaient tellement pénibles que nous avons décidé de l'adopter. Comment une nation peut-elle traiter un être humain de la sorte? Enfant, Vanunu quitte le Maroc pour suivre sa famille en Israël. Après avoir servi dans l'armée israélienne, il étudie la philosophie et trouve du travail à Dimona. Ce mystérieux complexe dans le désert du Negev emploie des milliers de personnes tenues au secret. Pendant des années, Israël présente ce complexe comme une usine de textile sans jamais reconnaître sa véritable mission, fabriquer du plutonium pour les bombes. Vanunu se fait remarquer parce qu'il désapprouve publiquement les politiques officielles du gouvernement. Il reçoit un sérieux avertissement et décide de partir, mais pas sans les preuves qui vont changer le cours de l'histoire. À ce jour, ces photographies demeurent les seules images jamais montrées de l'intérieur de la centrale nucléaire israélienne. En 1986, Peter Hunam, journaliste au Sunday Times, prend connaissance d'une rumeur selon laquelle un dissident israélien offre de prouver ce que le monde entier soupçonne depuis longtemps. Cet homme prétendait avoir travaillé à l'usine de séparation isotopique du plutonium pour fabriquer des armes nucléaires. Il disait détenir des photos des appareils et beaucoup d'informations sur la quantité de matière traitée. Il pouvait nous fournir des preuves irréfutables qu'Israël avait un programme très avancé. Hunam prend l'avion pour rencontrer Vanunu qui est devenu chrétien et vit en Australie. On amène Vanunu en Angleterre, on l'installe dans un petit hôtel de campagne et on le cache dans le coffre d'une voiture pour le conduire au journal pendant qu'on vérifie son histoire. Mais des agents des services secrets israéliens, filmés ici par une caméra de surveillance, sont à ses trousses et attendent l'occasion de frapper. Le Sunday Times prend des semaines avant de mettre l'histoire sous presse. Lorsqu'il la publie enfin, le 5 octobre 1986, Vanunu a disparu.
Il a rencontré une Américaine dans Leicester Square et elle semble l'aimer. Il est vulnérable et il a peur. Quand elle lui suggère de l'accompagner en lieu sûr à Rome, il tombe dans le panneau. C'est le piège amoureux classique. À Rome, les mâchoires du piège se referment. Vanunu est assailli, terrassé et drogué. Il est kidnappé et ramené inconscient par bateau en Israël comme une marchandise de contrebande. Pendant des semaines, personne ne sait où il se trouve. Éventuellement, les Israéliens le jugent en secret. Ils admettent ensuite détenir Vanunu, mais personne ne sait comment il est entré au pays. Son enlèvement, perpétré illégalement en terres étrangères, reste caché. Vanunu réussit à trouver un stylo et à résoudre ce mystère pour la presse. Kidnappé à Rome le 30 septembre 1986. C'est Shimon Peres, alors Premier ministre, qui a ordonné la capture de Vanunu. Ce kidnapping demeure un secret d'État. Aux yeux de Peres, le père du programme nucléaire secret d'Israël, Vanunu est un espion. C'était un traître. Alors, comment avez-vous réagi? Très négativement. Qu'avez-vous fait? Ce qui devait être fait. C'est-à-dire? Le traîner devant les tribunaux. En le kidnappant? Madame, je ne peux pas évoquer tout le processus. Je ne veux pas le faire. Je ne vois aucune raison de le faire. Le fait est qu'il a été amené devant les tribunaux. Le procès de Vanunu a eu lieu en secret. Reconnu coupable de trahison et d'espionnage, il a été condamné à 18 ans d'emprisonnement. Vanunu a été l'objet d'une vengeance. Et il fallait qu'il serve d'exemple dissuasif parce qu'il avait brisé la loi du silence de la société israélienne. Il a enfreint un tabou très puissant au sein de cette société très fermée, presque tribale. Mordecai Vanunu commence à purger sa peine le 27 mars 1988. On verse peu de larmes pour lui. La plupart des Israéliens le jugent pire qu'un traître parce qu'il a tourné le dos au judaïsme. Ses parents le déclarent mort et le monde entier oublie le dénonciateur du programme nucléaire israélien. Mais la vérité fait son chemin. Vanunu a révélé au monde que l'État d'Israël avait fabriqué entre 100 et 200 bombes atomiques et qu'il développait des bombes à neutrons et des armes thermonucléaires en quantité suffisante pour détruire le Moyen-Orient. Et personne n'a fait quoi que ce soit depuis. Aujourd'hui, selon les rapports des experts, Israël possède le 6e arsenal nucléaire au monde, incluant des armes tactiques, des mines et des missiles de moyenne portée pouvant être lancés des airs, de la mer ou de la terre. On pense que le plutonium est fabriqué à Dimona, que les armes nucléaires sont assemblées à Yodefat et entreposées à Zakaria et à Eilabon. 3 sous-marins nucléaires sont basés à Haïfa et les laboratoires d'armes chimiques et biologiques se trouvent à Ness Ziona. Israël n'émet aucun commentaire sur ces informations. Mais les preuves s'accumulent. En 1992, un avion cargo israélien s'écrase à Amsterdam. Les Israéliens déclarent que l'avion transportait des fleurs. Il faudra attendre 6 ans et une enquête du Parlement hollandais avant que l'État hébreu n'admette que sa cargaison contenait du DMMP, une composante d'un gaz neurotoxique. Le DMMP était destiné à un institut de recherche de Ness Ziona, un des sites les plus secrets de la défense israélienne. Il n'est assujetti à aucune inspection internationale et toute déclaration sur ses activités est interdite par la stricte censure militaire. À l'approche de la guerre,
des signes de dissension apparaissent dans les rues des banlieues de l'Amérique moyenne. Nick et Mary Eloff font campagne pour la paix depuis la conscription de la guerre du Vietnam. Par définition, un objecteur de conscience est quelqu'un qui s'oppose avec sincérité à toute forme de guerre. Ce sont deux termes très importants dans cette définition. Sincérité et toutes les guerres. La crainte d'un retour éventuel de la conscription conduit une nouvelle génération à l'Église pour savoir comment ils peuvent revendiquer leur droit de dire non s'ils sont appelés à servir sous les drapeaux. Selon les Eloff, Mordecai Vanunu est l'objecteur de conscience par excellence. Lors de leur première visite en 1997, Vanunu en était à sa 11e année de réclusion en isolement. Nous avons attendu et ils l'ont amené. Il avait l'air d'un vieillard. Il s'est approché de nous et a mis ses doigts entre les barreaux de cette espèce de cage d'acier. Nous pleurions. Nous souffrions horriblement de le voir dans cet état. Vanunu écrit régulièrement. C'est le seul lien qu'on lui accorde avec le monde extérieur. Mais ses lettres mettent des mois pour arriver et sont toujours censurées. Il dit, ne vous en faites pas, nous pourrons durer une autre année. Quel courage! Les premières lettres que nous avons reçues étaient complètement découpées. Celle-ci n'est même pas un bon exemple, parce qu'elles étaient encore plus charcutées que cela. Ils utilisaient un surligneur, puis ramenaient la lettre à Mordecai, qui devait découper les parties colorées. Un jour, alors qu'il ne faisait pas attention à lui, il a mis les morceaux découpés dans l'enveloppe et nous les avons reçus. Nous avons eu ces coupures censurées et elles sont tout à fait insignifiantes. Ils font ça seulement pour lui imposer un contrôle complet. Aujourd'hui, Jérusalem est devenue une ville fantôme, sans vie. L'armement nucléaire israélien a été inutile lors des derniers conflits. Les attentats suicides font fuir les touristes. L'économie s'écroule. Les Israéliens ont appris à vivre avec la guerre. Chaque citoyen reçoit un masque à gaz, apprend comment s'en servir et est censé l'avoir sous la main en cas d'attaque. La plupart des Israéliens perçoivent les armes nucléaires comme un élément dissuasif légitime parce qu'ils se considèrent en état de siège. Il y a 40 ans, Uzi Even, alors jeune scientifique à Dimona, participait à la naissance de la première bombe israélienne. Nous étions un petit pays et de grandes nations, beaucoup plus populeuses, encerclaient nos frontières, presque impossibles à défendre. La mémoire de l'Holocauste nous hantait à l'époque et nous réalisions qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher que le même scénario ne se répète. Nous formions une jeune équipe. La plupart d'entre nous étions très jeunes et nous travaillions avec enthousiasme pour accomplir ce que nous croyons être essentiel à notre survie. C'était la police d'assurance ultime pour que nous ne soyons ni attaqués ni exterminés. Dans les années 50, le jeune Shimon Peres négocie une entente secrète avec la France pour acheter un de leurs réacteurs nucléaires. Alors que Dimona se développe, les services de renseignement rapportent à Washington qu'Israël est en train de fabriquer une bombe atomique. Même si on affirme que Dimona ne sert qu'à des fins pacifiques, on convoque le leader israélien Ben Gurion à Washington. Le président Kennedy craint une course à l'armement au Moyen-Orient et demande des inspections. Mais quand les inspecteurs franchissent les portes du complexe en 1961, ils sont floués. On leur présente une fausse salle de contrôle au rez-de-chaussée. Ils ne peuvent pas se douter que dans les 6 étages en dessous, on fabrique du plutonium. Cette histoire faisait la fierté des gens à Dimona. Elle avait presque atteint le statut de légende, selon Vanunu. Quand les Américains sont venus, ils se sont fait complètement berner. Toutes les entrées, incluant les cages d'ascenseurs, étaient murées et plâtrées.
Personne ne pouvait soupçonner la présence de ces étages inférieurs. Après l'assassinat de Kennedy, la pression sur Israël tombe. Son successeur, Lyndon Johnson, ferme les yeux. Puis en 1969, Golda Meir et le président Nixon concluent une entente renouvelée par chaque président depuis. Le programme nucléaire d'Israël peut se poursuivre à condition de ne jamais être révélé publiquement. C'est ce qu'on appelle la politique d'ambiguïté nucléaire. L'expression ambiguïté nucléaire paraît presque pompeuse, mais n'est-ce pas simplement un euphémisme pour supercherie? Si quelqu'un tente de vous tuer et que vous utilisez une supercherie pour sauver votre vie, ce n'est pas immoral. Si nous n'avions pas d'ennemis, nous n'aurions pas besoin de supercherie. Nous n'aurions pas besoin de moyens dissuasifs. Est-ce que cela justifie de cacher les étages de retraitement du plutonium aux inspecteurs américains? Vous dialoguez avec vous-même et non avec moi. Cela a été rapporté dans de nombreux livres. Posez-vous la question à vous-même et non à moi. N'est-ce pas vrai? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Je ne vois aucune raison de le faire. L'ambiguïté est un luxe que seul Israël peut se permettre. Aujourd'hui, le pays est une zone libre de toute inspection, protégée des regards par l'Amérique et ses alliés. Voici le lieu que Vanunu identifie comme l'usine de séparation isotopique, construite en majeure partie sous terre. Et voici la coupole argentée du réacteur nucléaire de Dimona. Ronen Bergman est un journaliste israélien spécialisé dans les questions de sécurité et de défense. Cette photographie a été prise par un des meilleurs satellites commerciaux disponibles. Ce satellite du nom d'Ikonos peut prendre des photos jusqu'à une résolution de 1 mètre. Cependant, à la demande d'Israël, le Congrès américain a voté un nouvel amendement à la loi interdisant aux satellites américains de vendre toute image des sites israéliens d'une meilleure résolution que 2 mètres. Ce qui veut dire que Ikonos capte des images d'Israël et les modifie pour leur donner une résolution de 2 mètres. Elles deviennent moins claires. Beaucoup moins claires. Et cette décision des États-Unis s'applique uniquement à Israël et pas aux autres pays? Seulement à Israël. En novembre dernier, on a pu remarquer un adoucissement face à Vanunu. Les photographies étaient permises lors de sa demande de libération conditionnelle qui lui a encore été refusée. Le procureur prétend que Vanunu détient toujours des secrets qui pourraient mettre l'État d'Israël en danger, un argument que devra démolir son avocat. Est-ce que le tribunal entendra le prétendu secret de Vanunu? Ils vont entendre une partie des secrets, pas les véritables secrets. Ils vont entendre des informations secrètes à propos de ces secrets. Puisque vous êtes son avocat, vous allez aussi les entendre? En partie seulement, moins que le tribunal. La Cour va entendre des informations secrètes sur les secrets. Je vais probablement entendre des secrets sur les informations secrètes. Est-ce vraiment le cas ou est-ce une forme d'ironie? Non, c'est vraiment le cas. On ne me donnera qu'une espèce de description générale des secrets. La Cour entendra quelque chose de plus concret. Et les secrets eux-mêmes ne seront jamais révélés s'ils existent. Nick et Mary Iloff arrivent en Israël. Ils espèrent rendre visite à Vanunu en prison, mais ils n'ont pas encore obtenu de permission. Des nouvelles? Pas encore. Rain Amos est membre d'un petit groupe d'Israéliens qui réclament la libération de Vanunu. Elle harcèle les autorités pénitentiaires depuis des semaines pour obtenir les permissions dont Mary et Nick ont besoin. Elle me dit maintenant qu'elle a obtenu l'approbation de supérieur, mais qu'elle doit aussi avoir l'approbation d'une autre personne. Ont-ils compris qu'il nous reste peu de temps parce que nous partons vendredi? Absolument, je leur ai clairement expliqué. Je leur ai dit que vous deviez partir vendredi, que vous étiez de passage quelques jours seulement. Merci beaucoup d'avoir fait tous ces appels, Rena. Non, ce n'est rien. J'aurais tellement voulu avoir de bonnes nouvelles pour vous. Habituellement, on ferme les réacteurs d'une quarantaine d'années, mais pas celui de Dimona.
Le site est sous le contrôle du Premier ministre, hors de la portée du Parlement et loin des regards indiscrets du public. Et cela inquiète le scientifique qui autrefois y travaillait avec tant d'optimisme. Plus les réacteurs vieillissent, plus les risques d'accident augmentent. Il faudra un chien de garde extérieur, et le secret imposé sur ce projet a plus ou moins créé une sorte de zone exterritoriale en Israël, où les procédures habituelles de contrôle de la sécurité ne sont pas appliquées. Alors la sécurité des travailleurs, les questions environnementales, les mesures de sécurité industrielle ne sont pas assurées. Et des milliers de personnes y travaillent. Mais ce vieux réacteur commence à révéler ses secrets. Les preuves d'accidents, de mensonges et de supercheries apparaissent. En 1996, la presse entend parler d'une zone radioactive dangereuse dans le désert. Le ministre de l'Environnement convie les journalistes à le regarder tester le site à l'aide d'un compteur Geiger. Un des journalistes précise qu'on lui a interdit d'apporter son propre compteur. Le ministre proclame que le site est inoffensif. Les mesures de radioactivité rapportées par son appareil se situent sous la normale. Mais les journalistes ne sont pas satisfaits. Nous nous inquiétons de l'élimination des déchets. Pourriez-vous nous dire où ils sont enterrés? À un bon endroit. Je suis honnête avec vous. Je perdrais mon poste si je dévoilais où ils sont ensevelis. Pour le Premier ministre, cette information est confidentielle. Mais dans un documentaire choc l'an dernier, la télévision israélienne a affirmé qu'on avait caché la vérité. Un employé de Dimona y raconte comment on lui a ordonné de déterrer les déchets radioactifs et d'aménager le site avant la visite du ministre pour faire croire à la presse que rien ne s'était jamais passé. D'autres ont déclaré avoir travaillé avec de l'uranium pendant des années et que les accidents étaient routiniers. Il y a eu des fuites, des incendies et des explosions de gaz toxiques. Maintenant qu'ils ont le cancer, la direction de la centrale nie qu'ils aient travaillé avec des matières radioactives et comme ils sont tenus au secret, ils ne peuvent pas se battre pour faire valoir leurs droits. Le documentaire donne les noms de plus de 100 employés de Dimona ayant le cancer. Un médecin et 2 avocats les appuient. C'est la première fois que des travailleurs de Dimona font entendre leur voix. Je veux seulement vous demander pourquoi vous ne pouvez pas nous parler. Les services secrets me réduisent complètement au silence. Ils m'ont ordonné de ne pas dire un seul mot. Que puis-je faire? Ils m'ont dit, tu vas finir comme Vanunu. Depuis combien de temps est-il en prison? 15 ans? Voulez-vous que je finisse en prison? J'aurais bien voulu vous parler. J'ai demandé aux autres, mais personne ne veut parler. Le temps est venu d'essayer auprès des autres, les médecins, les familles et les avocats. Serait-il possible de vous interviewer à propos des victimes de cancer et de leur cas? I'm really reluctant to be interviewed publicly on the media over this story overseas. It's just not appropriate. Pourquoi est-ce si délicat? Come on now. Any discussion of nuclear issues is sensitive. I talked to my family. I don't want to participate on this. I don't think it's
the right thing to do. Personne ne veut en parler. There are things that are not, it's not good to talk about, even if you're a lawyer. Avez-vous peur qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Vanunu? Of course you think about it. Aujourd'hui, en Israël, une puissance invisible impose la loi du silence par la peur. Un homme dont l'identité même était un secret jusqu'à il y a 2 ans est responsable de ce fait, Yehiel Orev. Orev est le plus intelligent, le plus brillant des personnages officiels, en ce sens qu'il s'est accaparé le pouvoir. Il a pris en main une petite agence et en a fait la 4e plus importante agence de renseignement en Israël, affranchie des lois, du droit de regard ou du contrôle du Parlement. Il représente aussi une terrible menace pour la démocratie en Israël. Pendant 16 ans, Orev a été le gardien sans visage des secrets d'Israël. Sa photographie intégrale n'a jamais été publiée avant aujourd'hui. C'est Orev qui, de son bureau du ministère de la Défense, empêche la remise en liberté sous condition de Vanunu. Mais Vanunu aura purgé sa peine l'an prochain. Orev a donc trouvé un autre Vanunu, le brigadier général Yitzhak Yaakov, Yatsa pour les intimes. Retraité, il a écrit ses mémoires romancées et a raconté sa vie à la télévision. Militaire et scientifique réputé, Yaakov a dirigé pendant plusieurs années le programme secret de recherche en armement. Considéré comme une sommité scientifique, il était candidat pour le prestigieux prix Israël. Mais quand il a raconté sa vie à un journaliste, il a violé la règle. Ce journaliste était Ronen Bergman. Il a présenté son article, comme tous les journalistes doivent le faire, à la censure israélienne. L'article s'est rendu directement à Orev, qui a déployé la grosse artillerie. Ils étaient très sérieux. Mes téléphones étaient sous écoute. J'étais suivi par des agents des services secrets israéliens. Yaakov aussi. Nous étions cernés et harcelés par tout le système. Yaakov est passé de héros à zéro. Arrêté en secret, il a été accusé de trahison. Il a combattu Orev pendant 2 ans. 2 années de détention ponctuées de faiblesse cardiaque, d'une banqueroute et de résidences surveillées qui prennent fin dans la disgrâce publique. On lui épargne la prison, mais la Cour le juge coupable d'avoir révélé des secrets israéliens. Orev craignait que les vétérans de l'armée, des services de renseignement ou de l'effort nucléaire ne tentent d'entrer dans l'histoire d'Israël en racontant leur expérience. Il voulait leur faire peur. Et il a réussi. Pensez-vous que la loi du silence est trop forte? Je pense au pouvoir de quelqu'un comme Orev qui peut détruire la vie d'un individu, comme le brigadier général Yaakov par exemple. La vie de cet homme a été complètement détruite. Pourtant, il a été un Israélien loyal toute sa vie. Malheureusement, les fausses accusations sont des choses qui arrivent dans la vie. Et des gens innocents en font les frais. Je ne vois pas comment on peut éviter une telle chose. Le Parlement israélien n'avait jamais discuté de Dimona ou de l'armement nucléaire jusqu'à ce qu'un député mette le sujet sur le tapis pour la première fois il y a 3 ans. Issam Makoul, un arabe israélien, a transgressé le tabou aux grandes dames de ses collègues. Vanunu n'est pas le problème. Le problème, c'est la politique du gouvernement israélien. Une politique qui a transformé un petit territoire en dépotoir de déchets nucléaires toxiques qui pourraient nous faire tous disparaître dans un nuage nucléaire.
Ces paroles, prononcées dans l'enceinte de la démocratie israélienne, sont perçues comme un sacrilège par ses collègues députés. Le monde entier sait qu'Israël est un vaste entrepôt d'armes nucléaires, biologiques et chimiques, et cela accélère la course aux armements nucléaires au Moyen-Orient. On ne l'a pas laissé finir son discours, mais son message est clair. Mais dans sa communauté, la réaction est différente. Ici, les membres de l'Assemblée sont comme lui des Arabes israéliens. Pourquoi les Américains cherchent-ils des armes de destruction massive en Irak? Je peux leur dire où ils peuvent en trouver. Même des armes nucléaires. Dites-moi, pourquoi est-ce que le monde surveille les installations nucléaires irakiennes, mais pas celles des Israéliens? Comment pouvez-vous faire une telle comparaison? L'Irak est une dictature. Saddam Hussein est un meurtrier. Il a tué des milliers de Kurdes avec ses armes chimiques. Comment osez-vous faire cette comparaison? Parce qu'il s'arroge le titre d'État, ce n'est pas un État, c'est une mafia. Ce n'est pas un leader, c'est un tueur. Vous ne pouvez pas dire cela de nous. Mais même en Israël, certains le font. L'ancien premier ministre Ariel Sharon a dirigé l'invasion du Liban en 1982. Des milliers de civils innocents sont morts. Les pires atrocités ont été commises dans les camps de Sabra et de Shatila. Selon une enquête israélienne, Sharon en est personnellement responsable. En Belgique, on songe à le traduire en justice pour crimes de guerre. Pendant que Sharon était Premier ministre, 700 Israéliens ont été tués, mais plus de 2000 Palestiniens sont morts suite aux attaques des soldats israéliens. L'armée israélienne a recours à de nouvelles armes inconnues. En février 2001, un nouveau gaz est utilisé à Gaza. 180 patients entrent à l'hôpital en proie à de graves convulsions. Les Israéliens disent que c'est du gaz lacrymogène, mais ce n'en est pas. Nous n'avons jamais vu ce gaz. Nous avons besoin de médicaments, mais il faut que ce soit les bons médicaments. Nous leur avons demandé quelle sorte de gaz c'était. Mais à ce moment-là, personne n'a confirmé le type de gaz pour que nous puissions donner un antidote. Nous ne savons pas comment déterminer la composition de ce gaz et nous n'avons aucun moyen de l'envoyer à l'extérieur. Nous sommes en territoires occupés. Nous sommes cernés et nous ne pouvons pas envoyer d'échantillons à des laboratoires internationaux pour qu'ils les testent. Israël ne fait pas partie des traités sur les armes chimiques et biologiques et refuse de dire quel est ce nouveau gaz. Les Ilof n'ont toujours pas de nouvelles de la prison. Ils doivent prendre l'avion demain soir et ils craignent d'avoir à partir sans avoir vu leur fils adoptif. Aujourd'hui, ils partagent leur repas avec un petit groupe d'activistes qui luttent en vain depuis 16 ans pour la libération de Vanunu. Imaginez un instant ce qui serait arrivé si, au lieu d'être israélien, Mordechai Vanunu avait été un technicien coréen, iranien ou pakistanais. Il aurait reçu le prix Nobel de la paix. Il serait devenu le second Sakharov. Au lieu de ça, il est proscrit en Occident. Cela donne une bonne idée des forces en présence. Nous négocions avec l'État le plus privilégié sur Terre. Israël plaide que le monde entier est contre nous. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est nous qui avons commencé la course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient. Ça ne fait aucun doute. Et pas une seule puissance de l'hémisphère occidental ne s'en préoccupe sérieusement. Nous pouvons en parler tant que nous voulons.
Nous pouvons rester assis ici jusqu'à demain matin et discuter de la politique nucléaire d'Israël, mais pas les travailleurs fabriquant des armes de destruction massive ou risquées pour l'environnement, que ce soit à la centrale de Dimona ou dans tous ces centres de recherche. Pour chacun d'eux, Vanunu est un exemple vivant. C'est ce qui vous attend si vous parlez. Vous serez vanununisé. Soyez avertis. Vous serez emprisonné 10 ans en isolement. Vous serez coupé de votre famille, de tous ceux que vous connaissez. Vous serez un prisonnier sans numéro et sans nom. C'est ce qui vous attend si vous parlez. C'est un appel de la prison. Bonjour. Oh, c'est merveilleux. À quelle heure? Si nous venons à 11 heures, pouvons-nous rester 1h30? D'accord, merci infiniment. D'accord. Au revoir. Les Ilof obtiennent leur droit de visite le dernier jour de leur séjour. Après 1h30, ils sortent porteurs d'un message. C'est tellement merveilleux. Nous sommes tellement excités que nous ne savons pas quoi en penser. C'était une expérience merveilleuse. C'est la première fois que nous le voyons si enjoué, tellement impatient de partager avec nous ce qui se passe dans sa vie et ses espoirs. Il a vraiment hâte de sortir, il est très fort. Ses derniers mots ont été « Dites-leur que je suis fort et que j'ai hâte de sortir d'ici, de quitter Israël et de recommencer une nouvelle vie à zéro. » Il était radieux. Le message qu'elle veut transmettre au monde est « J'ai oublié les 16 dernières années. Je porte mon regard vers l'avenir, je crois en un avenir pacifique. » A-t-il dit qu'il recommencerait si c'était à refaire? Vous savez, il a dit bien sûr que je le referai. N'est-ce pas incroyable? Outre la BBC et Peter Hunam, venu de Londres, il n'y a aucun journaliste ici. C'est le prisonnier le plus important au pays. Chaque fois qu'il se présente ici, il bloque les fenêtres du fourgon cellulaire. Au début, ils allaient jusqu'à lui faire porter un casque protecteur pour que les gens ne puissent pas le voir. À un moment, ils utilisaient même un appareil électronique émettant un signal aigu pour que personne ne l'entende parler. C'est le plus important prisonnier d'Israël et il n'y a aucun journaliste sauf vous. Pourquoi persistez-vous à venir? Je continue de venir parce que s'il est là, c'est parce qu'il m'a parlé et que nous avons publié son histoire dans le Sunday Times en 1986. Ma responsabilité est de l'aider à sortir de là. 3 heures plus tard, l'audience est terminée. Comme d'habitude, Vanunu quitte derrière des vitres teintées. En cours, l'avocate du gouvernement a cité la guerre en Irak comme nouvel argument pour empêcher sa remise en liberté. L'avocate a repris le vieil argument selon lequel Vanunu représente une menace pour la sécurité. Elle a même dit que si Vanunu était relâché, les Américains laisseraient probablement l'Irak et s'en prendraient à Israël et à ses armes nucléaires. Ce que je trouve complètement ridicule. Chaque semaine au Minnesota, le même rituel se répète sur le Peace Bridge. Chaque mercredi, des centaines de manifestants protestent contre la guerre. Évidemment, Mary et Nick Ilof sont là. Chaque semaine, leur nombre grandit. Il y a une nouvelle génération de pacifistes qui n'étaient que des enfants quand le programme d'armes nucléaires israélien a été mis au jour. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà entendu parler de Mordecai Vanunu? Vous ne savez pas qui il est? Et si je vous disais qu'il s'agit d'une personne qui a exposé les armes de destruction massive d'Israël au moment où tout le monde ignorait leur existence, que diriez-vous? Pourquoi nos médias, qui sont censés être indépendants et ouverts, ne nous ont pas informés? Et pourquoi nos gouvernements n'ont-ils pas laissé savoir, puisque nous vivons au pays de la liberté? Si notre gouvernement était conséquent ou intègre, il serait considéré comme un héros. We're going to work with the members of the Security Council in the days ahead to make it clear to Saddam that the demands of the world and the United Nations will be enforced.
À Washington, qui donne plus de 3 milliards de dollars par année à l'État d'Israël, on ne parle que de l'Irak. Durant des semaines, la BBC a tenté d'obtenir une entrevue à propos des armes de destruction massive en Israël, mais personne au gouvernement Bush ne veut en parler. La demande d'entrevue sera acceptée quand il s'agit de parler de l'équilibre des pouvoirs militaires au Moyen-Orient. Le Pentagone a demandé une liste de questions à l'avance. Ces questions portent sur l'équilibre des pouvoirs, l'ambiguïté nucléaire d'Israël et Mordechai Vanunu. The gravest danger facing America and the world is outlaw regimes that seek and possess nuclear, chemical, and biological weapons. Voici le courrier électronique du Pentagone. Nous avons soumis votre liste de questions à M. Feit pour l'entrevue de la BBC. Il ne veut répondre à aucune de ces questions. Nous vous prions de soumettre de nouvelles questions aussi vite que possible ce matin. Des questions concernant la situation actuelle en Irak. Le 17 février, la demande de libération conditionnelle de Vanunu est rejetée une fois de plus. Il demeure à la prison d'Ashkelon. Orev a fait savoir qu'il ne laissera jamais Mordechai Vanunu quitter Israël.